Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, disons les choses simplement. Cette motion de défiance ne bloquera rien, mais elle réparera la première faute de votre mandature. Une faute liée à la lecture que le Président fait de nos institutions. Le vote de confiance ne serait que le blanc-seing que sa majorité devrait accorder au Premier ministre. Cette lecture de la Constitution est une offense en réalité pour notre vie démocratique. Nous sommes toutes et tous ici le reflet, le miroir de la volonté de la nation. Lorsque les Français nous regardent, ils voient représenter les préférences idéologiques de la nation. Et lors d'un vote de confiance, chaque Français retrouve cette part de la souveraineté qu'il nous a confiée en même temps qu'il constate que sa volonté va devoir composer avec les volontés qui diffèrent de la sienne, mais qui, toutes ensemble, forment la souveraineté de la nation. Le vote de confiance, c'est ce moment où la nation prend conscience d'elle-même, dans son unité autant que dans sa diversité. Alors, puisque nous avons le pouvoir de vous imposer ce vote, nous le faisons. Et cette motion de défiance aura un grand mérite, celui de sortir du confusionnisme nourri par le président de la République, qui cite volontiers Jaurès le lundi, De Gaulle le mercredi et même Maurras le dimanche. Le président entretient cette idée qu'il serait à lui seul la gauche et la droite, interdisant toute forme d'alternative. Alors voici venu le temps de la clarification. Cette motion permettra à chacun de se situer et de faire apparaître une vérité qu'il n'est pas utile de masquer plus longtemps aux Françaises et aux Français. Il y a une opposition, elle est là, celle composée par cette coalition de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Il y a une majorité relative, la vôtre, Madame la Première ministre. Il y a aussi une majorité tacite, celle que vous formez avec les Républicains. Et il y a même le risque d'une majorité d'opportunité que vous formerez avec le Rassemblement national. Vous pouvez hurler. Ce n'est pas moi qui ai inventé les mots de M. Dupond-Moretti, de M. Bayrou, de Mme Calvez et autres, qui ont même exprimé une préférence pour l'extrême droite plutôt que pour la gauche. C'est inédit dans l'histoire de la République. Vous êtes les premiers à le faire. Alors effectivement, taisez-vous maintenant. Vous fissurez toutes les digues qui, depuis le gouvernement provisoire du général de Gaulle, ont jusqu'ici protégé la République du nationalisme. Cela fait 5 ans que l'eau entrait goutte à goutte. Et vous pouvez crier, oui, vous pouvez crier, mais regardez les voix que vous avez apportées, les 200 voix que vous avez apportées à l'extrême droite la semaine passée. Oui, regardez-vous. Ce week-end encore, lorsque votre ministre de l'Intérieur se félicite de s'extraire du champ de la raison pour parler aux tripes des Français, c'est pour reprendre des propositions de M. Zemmour et Mme Le Pen. Voilà ce qu'est votre politique aujourd'hui. Et je n'ose croire que pour imposer votre programme, vous empruntiez le choix de la lâcheté. Vous avez, c'est vrai, un partenaire facile avec le Rassemblement national, trop heureux d'acheter à bas prix sa respectabilité par son abstention. Et votre responsabilité est maintenant immense. Si vous vous entêtez à vouloir imposer votre programme au prix de la banalisation de l'extrême droite parlementaire, vous lui ouvrirez les portes du pouvoir. Derrière chacune de leurs voix, vous ne pouvez ignorer qu'il y a en réalité un cheval de Troie. Alors comment faire? C'est assez simple au fond. Renoncer au mode de gouvernement qui est le vôtre depuis 5 ans. Jupiter, c'est fini.
Le président a décidé, le Parlement a ratifié. Oui, c'est fini. Aux contestations populaires. Qu'avez-vous opposé sinon votre mépris? Ce week-end encore, votre lointain prédécesseur au gouvernement qui explique que sa réforme des retraites était trop intelligente. Il faut en finir avec cette arrogance technocratique qui vous a conduit à penser que vous déteniez le monopole du savoir. Il y a certaines choses que nous savons et que les Français savent. Nous savons que 10 millions de nos concitoyens vivent sous le seuil de pauvreté. Nous savons qu'il y a beaucoup de Français qui ne vivent plus de leur travail, ni de retraités qui vivent de leur pension. Nous savons que l'hôpital public est géré comme une entreprise vouée au profit. Nous savons que l'école ne vise plus l'émancipation de tous. Nous savons que les politiques écologistes continuent de passer derrière les préoccupations économiques. C'est cela notre savoir, madame. C'est ce savoir élémentaire que nous opposons à toutes vos certitudes. Vous nous opposez la dette, mais la seule dette que nous ne pouvons pas laisser à nos enfants, c'est la dette écologique. C'est la dette pour laquelle nous n'avons pas le choix parce qu'elle est irréversible et que ses conséquences sont en cascade. Sécurité alimentaire, mouvement migratoire, 6e extinction de masse. Ce que nous avons fait contre la Covid, est-ce que nous ne pourrions pas le faire maintenant pour la planification écologique? Alors, si vous voulez, je reprends vos mots, redonner un sens, une vertu au mot compromis. Partez de ce diagnostic qui est incontestable. Dites-nous ce que vous êtes prête à abandonner de cette camisole libérale qui vous interdit d'engager les mesures et les bifurcations que le pays attend. Oui, il faut de nouveaux compromis. Des compromis qui adaptent la France aux nouveaux défis et aux grandes transitions que nous devons entreprendre. Écologiques, numériques, sociales, démocratiques et même géopolitiques. À cela, nous sommes prêts. Mais un compromis ne procède jamais de l'injonction ni ne relève du chantage au chaos. Je vous ai entendu dire « le désordre et l'instabilité ne sont pas une option ». Alors, mettons-nous d'accord. Le débat, ce n'est pas le désordre. Le désordre, ce n'est pas davantage... Le désordre, monsieur, ce n'est pas davantage le chahut dans l'hémicycle qui n'est rien comparé à la colère qui gronde dehors, qui n'est rien par rapport à ce que les murs épais des palais filtrent à vos oreilles. Le vrai désordre, le seul vrai désordre que je connaisse, c'est celui de l'injustice et c'est celui que vous devez entendre. Vous vous proclamez à la tête d'un gouvernement d'action. Personne ne vous reproche de ne pas avoir agi pendant 5 ans. Nous vous reprochons d'avoir agi au détriment de toute idée de justice, qui est très différent. Vous prétendez maintenant que vous ne voulez pas lever de nouvel impôt. C'est vrai pour les premiers de cordée. Mais vous avez prolongé la CRDS de 9 ans pour prélever 121 milliards supplémentaires sur les Français. Vous voulez maintenant reculer l'âge de la retraite de 3 ans pour accéder à une pension identique. Or, qu'est-ce d'autre qu'un impôt, un nouvel impôt sur ceux qui devront cotiser plus longtemps, un impôt sur la vie de ceux qui ont les métiers les plus pénibles. Si vous souhaitez vraiment trouver des points d'accord avec les socialistes, avec les insoumis, avec les écologistes, avec les communistes, comprenez d'abord que notre raison d'être, ce n'est pas l'abdication devant le capital. Nous sommes ici les représentants du travail. Alors, êtes-vous prêts à accorder le SMIC à 1 500 €? Êtes-vous prêts à faire en sorte que les travailleurs Uber soient désormais présumés salariés parce qu'ils sont subordonnés à leur entreprise? Êtes-vous prêts à faire en sorte que les actionnaires ne soient plus les seuls décisionnaires et faire en sorte que le conseil d'administration ne soit plus fermé aux salariés et qu'il soit désormais à parité entre représentants du capital et du travail? Êtes-vous prête à faire en sorte que l'ambition républicaine que vous prétendez ne soit plus utilisée simplement comme un argument d'autorité qui permettrait de clore toute forme de contestation? C'est un contresens total, absolu.
La République n'est pas un monument figé dont vous détiendriez les droits exclusifs. Elle est une promesse jamais totalement accomplie, un horizon qui permet d'avancer vers l'émancipation de chaque individu. Et chaque fois que cette promesse est vécue comme un mensonge, alors tout s'effondre. La République est vivante lorsque nous progressons ensemble vers plus d'égalité, lorsque l'État agit pour tous et non pas pour le bénéfice de quelques-uns. C'est dans ces moments-là que la nation prend corps et l'unité nationale prend forme. Madame la Première ministre, je conclus. Montrez-nous que vous avez changé. Mon cher collègue. Oui, je conclus. Il y a 35 secondes, vous auriez dû conclure, mon cher collègue. Merci beaucoup. C'est accordé avec sa faiblesse. Je vous remercie, Monsieur Faure. La parole est à l'orateur suivant. Monsieur Faure, je vous remercie de quitter la tribune, s'il vous plaît.